Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui a pour objectif de vous introduire au fonctionnement de l'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle est en train de changer le monde, mais elle reste pourtant incomprise par de nombreuses personnes. À travers cette vidéo, vous allez découvrir tout ce que vous devez savoir sur l'IA, définition, concept de base, cas d'usage et encore les applications. Pour ce, cette capsule va répondre aux questions suivantes. Primo, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et là, on donnera quelques définitions de l'IA. À quoi ça sert l'IA? Et là aussi, on donnera, à titre d'illustration, quelques exemples d'utilisation. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Ceci est l'objectif de la première partie de cette capsule. Si on regarde les définitions des dictionnaires, Larousse nous dit que c'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de stimuler l'intelligence humaine. Tandis que l'Encyclopédie Britannica définit l'intelligence artificielle comme étant la capacité d'un ordinateur ou d'un robot contrôlé par ordinateur à effectuer des tâches généralement associées à des êtres intelligents. Jean Nilsson, professeur en ingénierie informatique à l'université de Stanford, est l'un des pionniers de l'intelligence informatique. Il définit l'intelligence artificielle comme étant l'activité qui vise à rendre les machines intelligentes. Et là, l'intelligence dans ce cas est la qualité qui permet à une entité de fonctionner de manière appropriée et prévoyante dans son environnement. Un autre professeur, Max Tegmark, de l'Institut MIT, définit l'intelligence artificielle plus simplement comme étant une intelligence qui n'est pas biologique. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que l'intelligence artificielle est une imitation de l'intelligence et non pas une intelligence telle qu'on peut le concevoir chez des animaux, voire des êtres humains. Maintenant, on passera à la deuxième partie de cette capsule. À quoi ça sert l'intelligence artificielle? Pour cela, on va illustrer deux types d'interactions assez différentes. Le premier est une interaction avec une base de données des images, par exemple. Le serveur va envoyer les données à l'intelligence artificielle qu'on va appeler ici un agent, et cet agent va restituer des résultats. Cela va créer bien sûr une boucle. La deuxième est une interaction, cette fois-ci avec un environnement, comme par exemple une machine de production ou un jeu vidéo. Là, on va plus se retrouver avec des données brutes, mais avec un environnement. Cet environnement va renseigner l'agent de l'état du jeu. Puis l'agent va répondre par une action à effectuer sur cet environnement. Pour la suite de cette présentation, nous partirons sur deux types d'exemples. Le premier, avec une base de données. En ce cas, l'intelligence artificielle est capable de faire deux choses différentes, prédire ou classer. Le second exemple illustrera comment l'intelligence artificielle pourra contrôler l'environnement dans le cas d'un jeu. Après une phase d'apprentissage, l'agent peut apprendre à prédire, par exemple, la nature des images, le score d'un match, encore le prix d'une maison. Dans notre cas, il peut apprendre à reconnaître une photo d'une pomme après qu'on lui ait montré des milliers de photos de fruits. D'une manière générale, l'agent peut apprendre une relation qui relie X à Y en ayant analysé des millions d'exemples d'associations. Sachez qu'il n'y aura jamais une prédiction à 100% et qu'à 96%, il est certain que l'image en entrée est une image de pomme. Le deuxième cas d'utilisation de l'IA est la classification de l'intégralité des images de la base de données en différentes classes. En général, la classification est une branche de l'intelligence artificielle qui permet de classer des individus dans des groupes. C'est un processus pour prédire la classe à laquelle appartient un ensemble d'observations. Là, par exemple, on a trois classes. Une classe des pommes, une deuxième classe des bananes et puis la troisième des oranges. Cela découle bien entendu de la prédiction. Si la prédiction qu'une image soit une image d'une pomme est plus importante, alors l'agent va le classer dans la catégorie des pommes. Par exemple, dans notre cas, c'est la classe 1. Enfin, le troisième exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir contrôler un environnement. Là aussi, tout va partir de la prédiction, mais cela va avoir un impact sur l'environnement parce qu'on va avoir une prédiction pour que chaque action soit
la meilleure pour atteindre notre objectif final. Ceci sera bien entendu en fonction des possibilités de chaque action. Dans notre exemple ici d'échiquier, les possibilités pour que notre agent puisse attaquer le roi de l'adversaire seront de décider à l'ordre en avant, en arrière, en diagonale, et sur combien de cases, etc. Ainsi, chaque déplacement représente l'état d'une solution à une étape donnée, de la procédure de la résolution de problème, et la solution finale du problème sera donc la combinaison de l'ensemble des états des différentes étapes. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que l'intelligence artificielle est une imitation de l'intelligence et non pas une intelligence telle qu'on peut le concevoir chez des êtres vivants. Nous pouvons dire qu'une intelligence artificielle est capable de prédire et anticiper les besoins d'une entreprise, prédire le résultat d'un match de foot et la prédiction aussi du prix d'acquisition d'une maison, par exemple. L'intelligence artificielle pourra également aider à classer et ranger automatiquement les fiches produits dans les bonnes catégories ou bien classer des emails spam, par exemple. L'intelligence artificielle, pour finir, pourra également aider à contrôler les événements futurs pour un environnement, comme étant le cas de contrôle des déplacements d'un robot pour la détection des déchets nucléaires ou le contrôle, comme on a vu, des déplacements d'un joueur sur un jeu plateau. Sur ce, c'est la fin de cette capsule. Au plaisir de vous rencontrer. Merci. Bonjour les amis, je m'appelle Salma et aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence artificielle, un sujet fascinant et en plein essor. Restez connectés. Vous avez probablement entendu parler de l'IA, de ses applications et même des métiers qui pourraient disparaître à cause de son utilisation. Mais savez-vous réellement ce qu'est l'intelligence artificielle ? On peut la définir tout simplement comme un ensemble de techniques permettant aux machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes qui sont habituellement réservés aux êtres humains. En d'autres termes, l'intelligence artificielle est une imitation de l'intelligence, et non pas une intelligence telle qu'on peut la concevoir chez les animaux ou les êtres humains. Aujourd'hui, les applications de l'intelligence artificielle sont tellement variées que presque tous les domaines sont concernés. Elle est utilisée dans les réseaux sociaux pour recommander des amis et des contenus pertinents, dans la navigation routière pour optimiser les itinéraires, dans le commerce électronique pour personnaliser les recommandations de produits et même dans les services de traduction pour faciliter la communication. Mais comment l'intelligence artificielle est-elle intégrée dans ce genre d'application ? Prenons un exemple simple pour mieux comprendre. Imaginez que nous souhaitons entraîner un agent d'intelligence artificielle à reconnaître des images de fruits. Dans une première phase, l'agent sera exposé à des millions de photos de fruits. Il va analyser ces images afin d'apprendre à les reconnaître. Grâce à ces exemples, l'agent peut apprendre une relation qui relie X à Y et sera capable par la suite de prédire, avec un haut degré de précision, si une nouvelle image représente une pomme, une banane ou une orange. Il est important de noter qu'il n'y aura jamais une prédiction à 100%, mais par exemple, à 96%, on peut être sûr que l'image en entrée est celle d'une pomme. L'intelligence artificielle peut également être utilisée pour classer automatiquement de grandes quantités de données, comme trier les fiches produits dans les bonnes catégories ou filtrer les emails en spam et en messages légitimes. Dans notre exemple, toutes les images seront classées en 3 classes. Une classe pour les pommes, une deuxième classe pour les bananes et une troisième pour les oranges. Une autre facette passionnante de l'intelligence artificielle est son interaction avec des environnements complexes, tels que les machines de production ou les jeux vidéo. Dans ces cas, l'agent perçoit l'état de l'environnement, prend des décisions en fonction de ces informations et interagit avec l'environnement pour atteindre un objectif donné. Par exemple, dans un jeu d'échecs, l'agent peut analyser les différentes positions des pièces et décider quelle action prendre pour mettre le roi adverse en échec. En résumé, l'IA a le potentiel de prédire et d'anticiper les besoins d'une entreprise, de prévoir le résultat d'un match de football ou même de prédire le prix d'acquisition d'une maison. L'IA peut également aider à classer et ranger automatiquement les fiches produits dans les bonnes catégories, classer des emails en spam ou non. De plus, elle peut également aider à contrôler les événements futurs dans un environnement, comme dans le cas du contrôle des déplacements d'un robot,
ou d'un joueur dans un jeu de plateau. J'espère que cette introduction à l'intelligence artificielle vous a été utile. Vous aurez l'occasion d'approfondir ce sujet en classe avec votre professeur. À bientôt! Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui a pour objectif d'explorer les différentes étapes de l'évolution de l'intelligence artificielle. À travers cette vidéo, vous allez explorer les moments clés qui ont marqué l'évolution de l'intelligence artificielle tout au long de l'histoire. Nous allons donc retracer l'histoire de cette technologie qui a changé le monde, et ce, à partir de ses débuts modestes dans les années 40. Les prémices de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a commencé il y a quand même déjà presque un siècle, notamment dans les années 40. À l'époque, l'interception et le décodage des messages revêtent une importance capitale. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands se servent d'une machine qui s'appelle Enigma et qui ressemble à une machine à écrire pour protéger leurs messages secrets. Le principe est simple. Lorsqu'un opérateur appuie sur une touche, une diode va éclairer une autre lettre. Ceci donnera alors des milliards de combinaisons possibles. Et il est donc impossible de décoder le message sans disposer de la même machine avec de bons paramètres. Entre-temps, les équipes britanniques continuent à analyser quotidiennement des dizaines de messages codés et interceptés du côté allemand. En 1936, Alan Turing publie un article fondateur du concept de machine de Turing. Ces travaux ne tardent pas à attirer l'attention du gouvernement britannique qui le recrute au sein d'une équipe spécialisée dans le décryptage de communication. Alan Turing a mis rapidement en évidence deux failles majeures dans le fonctionnement d'Enigma. D'une part, une lettre est systématiquement transformée en une autre lettre. D'autre part, les Allemands envoient à intervalles réguliers des messages dont le contenu peut être deviné, comme par exemple le bulletin matinal de météo. En cherchant un mot qui a une forte probabilité de se retrouver systématiquement, Alan Turing augmente d'une façon significative les chances de deviner les combinaisons permettant de déchiffrer le message. La découverte de Turing offre un avantage tactique et décisif au commandement allié. En 1942, environ 40 000 messages sont interceptés et décryptés chaque mois par les Britanniques. L'année suivante, près de 80 000 communications sont déchiffrées tous les mois. En s'inspirant d'un instrument électromécanique conçu par les Polonais, Turing construit alors une machine métallique colossale. Sous-estimant les difficultés à obtenir les résultats qu'il promettait. Cette période est connue aussi sous le nom de l'hiver de l'intelligence artificielle. Par la suite, le domaine de l'intelligence artificielle a connu une seconde vague d'évolution à l'ère de machine learning et du deep learning. Cela constitue alors la seconde vague de l'évolution de l'intelligence artificielle. Dans les années 80, il y avait la naissance du concept de machine learning qui est un petit peu différent de la programmation ordinaire. Ces techniques de programmation utilisent des probabilités statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre par eux-mêmes sans programmation explicite. Dans les années 90, IBM conçoit, à l'aide du concept de machine learning, le logiciel Deep Blue qui a battu Kasparov, le champion du monde des échecs. Il faut noter que Kasparov avait déjà gagné 4-2 face à ce super ordinateur de IBM,
Mais IBM a ensuite doublé la puissance de calcul et a perfectionné le logiciel pour cette seconde rencontre où Deep Blue a pu remporter la partie. Avec la victoire de Deep Blue, l'intelligence artificielle semble rattraper l'esprit humain dans un jeu considéré depuis toujours comme exigeant de haute capacité intellectuelle. Ceci était une nouvelle révolution avec le jeu des échecs, qui est un peu plus complexe que le jeu de dames. Puis, dans les années 2000, de nouveaux concepts de type learning ont été dérivés du concept machine learning, mais beaucoup plus profonds avec la mise en place de réseaux de neurones. Cela a permis de répondre à des problématiques plus complexes, notamment dans les années 2010, où l'entreprise DeepMind, rattachée plus tard en 2014 à Google, a développé son fameux logiciel AlphaGo. Le programme AlphaGo a pu battre le champion du monde, cette fois-ci du jeu Goban, considéré jusqu'à maintenant comme l'un des jeux plateau les plus complexes au monde. Enfin, dans les années 2010-2020, il y avait une explosion des
un long chemin, depuis la programmation traditionnelle jusqu'au modèle génératif, en passant par le concept de réseau de neurones. Nous allons résumer par la suite le processus de cette remarquable évolution. Dans la programmation traditionnelle, nous devons coder en dur les règles permettant de distinguer par exemple un chien en définissant ses caractéristiques en détail, son type, sa couleur, le nombre de pattes, etc. Dans la vague des réseaux de neurones, nous avons pu donner au réseau des images de chats et de chiens et lui demander s'il s'agit d'un chien. Et il arrive à prédire que c'était un chien sans avoir à programmer auparavant ses caractéristiques en détail. Enfin, dans la vague générative, nous pouvons, en tant qu'utilisateur, générer notre propre contenu en posant simplement une question dans l'invite. Ainsi, lorsque vous demandez à un modèle comme GPT ou Palm « Qu'est-ce qu'un chien ?», il peut vous donner tout ce qu'il a appris sur un chien, ainsi que ses caractéristiques. Il faut noter ici que cette démarche ne ressemble pas à celle effectuée dans un moteur de recherche. En effet, lorsqu'on saisit une question dans un moteur de recherche, on aura une liste de réponses probables. Par contre, avec l'intelligence générative, on va poser des questions, on va converser et on aura la meilleure réponse au bout de plusieurs conversations avec la machine. Ainsi, si l'intelligence artificielle classique permet de prédire, classer ou bien encore faire des analyses dans divers domaines, l'IA générative permet de créer des ponts entre ces différents domaines, ce qui crée des Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous parler de ChatGPT, un sujet fascinant et en plein essor. Restez connectés. L'un des développements les plus remarquables de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle est l'émergence de l'agent conversationnel ChatGPT créé par l'entreprise OpenAI. Avant d'expliquer son principe de fonctionnement, nous clarifions tout d'abord deux concepts différents, souvent confondus. GPT et ChatGPT. GPT Generative Pre-trained Transformer est un langage de type LLM pour le traitement et la génération du langage naturel. Les modèles LLM sont des modèles d'apprentissage automatique qui sont extrêmement efficaces lorsqu'il s'agit d'effectuer des tâches liées au langage. Traduire, résumer des textes, chatbot, générer du contenu ou du code. GPT utilise l'écriture prédictive du LLM pour donner des réponses cohérentes en utilisant la suite de mots la plus probable selon le contexte. Avec votre mobile, vous utilisez quotidiennement le langage LLM dont se sert ChatGPT. Dans nos applications de messages ou moteurs de recherche, nous utilisons souvent le texte intuitif qui se base généralement sur un dictionnaire préexistant et des probabilités. Quant au concept ChatGPT, c'est un mot valise. Chat qui fait référence à une discussion en ligne et GPT qui signifie que ChatGPT a été préalablement entraîné pour générer des réponses pertinentes selon le contexte. Ce qu'il faut retenir, c'est que GPT est un modèle de langage qui sert de cerveau à l'agent conversationnel ChatGPT et ce, pour tenir des conversations fluides et naturelles avec les utilisateurs. Nous expliquons par la suite les différents stades de l'évolution des modèles GPT. Le concept GPT a été initialement introduit en juin 2018 avec la publication du modèle GPT-1, puis les autres modèles GPT-2, 3 et 4 sont dévoilés en 2019, 2020 et 2023 respectivement. La principale différence réside dans la taille ainsi que les paramètres qui sont passés de 117 millions dans GPT-1 à 1,76 trillion dans GPT-4. Alors que les versions précédentes de GPT acceptent uniquement les inputs sous forme de texte, GPT-4 peut aussi recevoir des images, ce qui constitue une amélioration majeure. Mais comment fonctionne réellement ChatGPT ? Quand on fournit à GPT un prompt, que ce soit une question ou des instructions, il prédit le mot le plus probable qui doit suivre
en s'appuyant sur des millions de textes qu'il a intégrés lors de son entraînement. Il ajoute ce mot au prompt d'origine et renvoie l'ensemble à la case d'entrée pour le repasser à la moulinette GPT. Puis, un deuxième mot est ajouté et ainsi de suite jusqu'à un caractère spécial indique la fin de la réponse. Toutefois, il faut noter que ChatGPT est affiné grâce à l'utilisation des techniques d'apprentissage supervisées et par le renforcement du modèle GPT. Mais comment? Nous expliquerons les différents modes d'apprentissage de GPT, que ce soit à l'aide des sources d'Internet, de la supervision humaine ou de la supervision de l'intelligence artificielle. Nous commençons par le premier modèle d'entraînement avec les sources d'Internet. Google a publié son article « Attention is all you need » en 2017 et qui a fait un grand pas en avant dans le domaine, avec l'avènement de la technologie des Transformers. ChatGPT utilise ces technologies pour capturer les relations entre les mots dans un texte en se basant sur de vastes quantités de données textuelles provenant d'Internet, articles, journaux, livres, réseaux sociaux, etc. Par exemple, en analysant l'expression suivante « Lors de votre visite au Maroc, les salutations les plus communes que vous entendrez seront « marhaba » signifiant « bonjour » et « bslama » qui signifie « au revoir ». Notre attention sera focalisée sur certains mots qui constituent le cœur de cette expression ou le contexte et qui sont Maroc, marhaba et bslama, car notre expérience nous a déjà appris que c'est là que se trouve l'essentiel de l'information. Eh bien, les Transformers utilisent une simulation de ce mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'attention. Il consiste à pondérer les mots d'une phrase qui font partie au même contexte afin de les valoriser. En général, les modèles de langage LLM se basent sur des architectures de réseaux de neurones profonds, Transformers, pour une meilleure compréhension du contexte, mais aussi pour une meilleure prise en charge de longues phrases. Le deuxième modèle d'apprentissage avec la supervision humaine, cette fois-ci, comprend deux méthodes. La première méthode fait appel à des annotateurs qui sont des personnes qui rédigent un ensemble de questions et leurs réponses. GPT est alors entraîné en se basant sur ces données fournies par les annotateurs jusqu'à ce qu'elle donne la réponse attendue à la demande initiale. On obtient ainsi une version améliorée de GPT qui est GPT+. La deuxième méthode sera basée ensuite sur un modèle conversationnel appelé RLHF. Son principe est simple. On demande à GPT de donner plusieurs réponses à une même question, puis des superviseurs classent et évaluent la pertinence de ces réponses en donnant à chaque réponse une récompense. Les superviseurs pointent aussi les réponses choquantes ou violentes afin de renforcer la cohérence des réponses et éviter les dérives et les erreurs. Toutes ces données serviront pour entraîner une nouvelle intelligence artificielle appelée intelligence artificielle de récompense, à comprendre par la suite comment classer et évaluer les réponses. Durant la dernière phase d'apprentissage, de nouvelles questions sont données à GPT+ sans supervision humaine. Chaque réponse sera évaluée cette fois-ci par l'intelligence artificielle de récompense, plus la note est haute, plus GPT+ apprend à valoriser la réponse. Sinon, la réponse sera marginalisée. À la fin de l'apprentissage, on obtient la version actuelle de ChatGPT. Pour conclure, ChatGPT fonctionne de manière interactive en échangeant des tours de parole avec un utilisateur selon le modèle GPT. ChatGPT est affiné grâce à l'utilisation des Transformers et des techniques d'apprentissage supervisées et par le renforcement du modèle GPT. Parmi toutes les réponses linguistiquement correctes que vous pourrez générer, ChatGPT opte pour celles qui sont le plus correctes. Sur la base de ce même principe, ChatGPT refuse aussi parfois carrément de répondre. Notons que même si ChatGPT nous génère des éléments de réponse à toutes nos questions, une phase de vérification de l'exactitude et de la pertinence des informations est indispensable. Finalement, on note que dans un monde où l'intelligence artificielle est de plus en plus présente, les agents conversationnels se développent rapidement. Nous citons d'autres chatbots similaires comme Bard de Google, Bing Chat de Microsoft
et ErnieBot du moteur de recherche chinois Baidu. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Vous aurez l'occasion d'en discuter davantage en classe avec votre professeur. À bientôt! أهلاً ومرحباً بكم في هذا الفيديو حيث سنحدثكم عن شات جي بي تي. إنه موضوع رائع ويتطور بسرعة. ابقوا على اتصال. أحد أبرز التطورات في الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي هو ظهور روبوت الدردشة شات جي بي تي الذي أنشأته شركة OpenAI. قبل شرح كيفية الاستعمال، نوضح أولاً مفهومين مختلفين غالباً ما يتم الخلط بينهما: جي بي تي وشات جي بي تي. جي بي تي المحول التوليدي المدرب مسبقاً هي لغة من نوع LLM، نموذج اللغة المدعمة لمعالجة اللغة الطبيعية وتوليدها. نماذج اللغة المدعمة هي نماذج تعلم آلي فعالة للغاية عندما يتعلق الأمر بأداء المهام المتعلقة باللغة، الترجمة وتلخيص النصوص وروبوتات الدردشة وإنشاء المحتوى أو التعليمات البرمجية. يستخدم جي بي تي الكتابة التنبؤية LLM لإعطاء إجابات متسقة باستخدام تسلسل الكلمات الأكثر احتمالاً وفقاً للسياق. حسناً، فأنت تستخدم بشكل يومي في هاتفك المحمول لغة LLM التي يعتمد عليها شات جي بي تي. في تطبيقات المراسلة أو محركات البحث الخاصة بنا، غالباً ما نستخدم نصاً بديهياً والذي يعتمد عادة على قاموس واحتمالات موجودة مسبقاً. بالنسبة لمفهوم شات جي بي تي، إنها حقيبة كلمة. شات تشير إلى مناقشة عبر الإنترنت، وجي بي تي يعني أن شات جي بي تي قد تم تدريبه مسبقاً على إنشاء ردود ذات صلة وفقاً للسياق. الشيء المهم الذي يجب تذكره هو أن جي بي تي نموذج لغوي يعمل بمثابة دماغ وكيل محادثة شات جي بي تي لإجراء محادثات متسلسلة وطبيعية مع المستخدمين. سنوضح المراحل المختلفة لتطور نماذج جي بي تي. تم استعمال مفهوم جي بي تي في البداية في يونيو 2018 مع إصدار النموذج جي بي تي 1، ثم تم الكشف عن طرازات جي بي تي 2 و3 و4 الأخرى في 2019 و2020 و2023 على التوالي. يكمن الاختلاف الرئيسي في الحجم وكذلك الإعدادات التي تغيرت من 117 مليون في جي بي تي 1 إلى تريليون فاصلة 76 في جي بي تي 4، في حين أن الإصدارات السابقة من جي بي تي تدعم فقط الإدخالات في شكل نصي. يمكن لجي بي تي 4 أيضاً استقبال الصور، وهو تحسن كبير. ولكن كيف يعمل جي بي تي بالفعل؟ عندما يتم تزويد جي بي تي بطلب، سواء كان سؤالاً أو تعليمات، يتنبأ بالكلمة الأكثر احتمالاً للمتابعة بناءً على ملايين النصوص التي قام بدمجها أثناء تدريبه. يضيف هذه الكلمة إلى الطلب الأصلي ويرسل كل شيء مرة أخرى إلى مربع الإدخال ليمر عبر عملية المزج، ثم يتم إضافة كلمة ثانية، وهكذا حتى يشير رمز خاص إلى نهاية الإجابة. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن شات جي بي تي يتم تحسينه من خلال استخدام تقنيات التعلم الخاضعة للإشراف البشري والتعزيز لنموذج جي بي تي. لكن كيف؟ سنشرح الطرق المختلفة لتعلم جي بي تي، سواء باستخدام مصادر من الإنترنت، الإشراف البشري، أو الإشراف من خلال الذكاء الاصطناعي. نبدأ بنموذج التدريب الأول مع مصادر الإنترنت. نشرت جوجل مقالتها الاهتمام هو كل ما تحتاجه في عام 2017، والتي اتخذت خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا المجال مع ظهور تقنية المحولات.
يستخدم شات جي بي تي هذه التقنية لالتقاط العلاقات بين الكلمات في نص يعتمد على كمية هائلة من البيانات النصية من الإنترنت والمقالات والصحف والكتب والشبكات الاجتماعية وما إلى ذلك إلى آخره. على سبيل المثال، من خلال تحليل التعبير التالي أثناء زيارتك للمغرب ستكون تحيات الأكثر شيوعاً التي ستسمع طريقتين. تعتمد الطريقة الأولى على المعلقين، الأشخاص الذين يكتبون مجموعة من الأسئلة، طلبات وإجاباتها. يتم تدريب شات جي بي تي بناء على هذه البيانات، الطلبات، الردود المقدمة من المعلقين حتى تعطي الإجابة المتوقعة للطلب الأولي. ينتج عن هذا إصدار محسن من جي بي تي يشار إليه هنا شات جي بي تي بلس. تعتمد الطريقة الثانية بعد ذلك على نموذج محادثة يسمى تعزيز التعلم من ردود الفعل البشرية. مبدأها بسيط، يطلب من شات جي بي تي إعطاء إجابات متعددة على نفس السؤال. بعد ذلك يقوم المعلقون بترتيب وتقييم أهمية هذه الإجابات من خلال إعطاء كل إجابة مكافأة. يشير المشرفون أيضاً إلى الاستجابات الصادمة أو العنيفة من أجل تعزيز تماسك الاستجابات وتجنب التجاوزات والأخطاء. سيتم استخدام كل هذه البيانات، الإجابات والدرجات، لتدريب نسخة جديدة من الذكاء الاصطناعي الخاص بالمكافأة لفهم كيفية ترتيب الإجابات وتقييمها. خلال المرحلة الأخيرة من التعلم يتم إعطاء أسئلة جديدة لشات جي بي تي بلس دون إشراف بشري. سيتم تقييم كل إجابة هذه المرة من خلال الذكاء الاصطناعي الخاص بالمكافأة. كلما ارتفعت النتيجة زاد تعلم شات جي بي تي بلس تقدير الاستجابة. خلاف ذلك سيتم تهميش الاستجابة. في نهاية التدريب نحصل على الإصدار الحالي من شات جي بي تي. في الختام، يعمل شات جي بي تي بشكل تفاعلي من خلال تبادل الأدوار مع مستخدم وفقاً لنموذج جي بي تي. يتم تحسين شات جي بي تي من خلال استخدام المحولات وتقنيات التعلم الخاضعة للإشراف وتعزيز نموذج جي بي تي. من بين جميع الإجابات الصحيحة لغوياً التي يمكن إنشاؤها، يختار شات جي بي تي الإجابات Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment utiliser ChatGPT pour enrichir votre apprentissage et en faire un assistant efficace. Cet outil d'intelligence artificielle peut vous aider à clarifier des concepts,
à rédiger, à résumer des documents, à traduire du texte et bien plus encore. Commençons par la création de votre compte. Rendez-vous sur le site OpenAI et cliquez sur la rubrique Login. Saisissez votre adresse mail, cliquez sur Continuer, choisissez un mot de passe. Vous recevrez un mail de confirmation pour la validation de votre compte. Cliquez sur le bouton de validation. Vous serez redirigé vers le site d'OpenAI. Remplissez le formulaire. Saisissez votre numéro de téléphone. Répondez aux différentes questions qui permettent au système de vérifier que c'est un humain qui a créé le compte et non pas un programme. Saisissez le code reçu par SMS. Cliquez sur ChatGPT et commencez votre exploration. Passons maintenant à la rédaction de prompts. D'abord, un prompt est simplement une question ou une commande que vous donnez à ChatGPT. La qualité du prompt est cruciale pour obtenir des résultats précis et pertinents. Découvrons ensemble comment formuler des prompts efficaces. Voici quelques recommandations. Première recommandation, être clair et précis. Lorsque vous interagissez avec ChatGPT, la clarté et la précision de vos instructions sont cruciales pour obtenir des résultats pertinents. Examinons ce prompt. Expliquez le processus de collecte de données des moteurs de recherche sur le web. Ce prompt indique clairement le sujet de la demande. Il ne demande pas une explication générale sur les moteurs de recherche, mais se concentre sur un aspect particulier, à savoir la collecte de données. Cela permet à ChatGPT de fournir une réponse précise et détaillée. Deuxième recommandation, définir le format de sortie. Il est possible de demander à ChatGPT un format de sortie particulier. Supposons que nous souhaitons résumer l'article de Wikipédia sur le mathématicien Al-Khwarizmi. Un premier prompt pourrait être « Résumer l'article de Wikipédia sur Al-Khwarizmi », mais si nous voulons un résultat avec un format particulier, nous pouvons saisir comme prompt « Résumer l'article de Wikipédia sur Al-Khwarizmi en 100 mots en utilisant une structure en 2 paragraphes. Ajouter un titre approprié à chaque paragraphe. Enfin, créer un tableau récapitulatif des ouvrages d'Al-Khwarizmi en précisant le domaine. L'importance de définir le format de sortie dans un prompt réside dans le fait que cela guide le modèle dans la manière dont il doit organiser et présenter les informations. Cela garantit que l'utilisateur obtient exactement ce qu'il souhaite. Troisième recommandation, donner un contexte clair. Lorsque vous demandez quelque chose à ChatGPT, spécifiez le contexte pour obtenir des réponses plus adaptées. Par exemple, au lieu de demander simplement « Comment écrire une lettre de motivation ?», vous pouvez préciser votre situation en saisissant comme prompt « Je suis étudiant en économie et gestion et je souhaite postuler à un master en marketing digital. Comment rédiger ma lettre de motivation ?» En indiquant votre domaine d'études et le master ciblé, vous aurez une lettre de motivation plus adaptée à votre situation. Quatrième recommandation, préciser l'audience ciblée. Lorsqu'on communique avec ChatGPT, il est primordial de savoir à qui sera destinée la réponse générée. Prenons un exemple. Je veux demander à ChatGPT de m'expliquer comment écrire une fonction récursive en Python. Il est important d'indiquer mon niveau de compréhension. Ainsi, le prompt sera « Je suis débutant en programmation. Pourriez-vous m'expliquer de manière simple comment écrire une fonction récursive en Python ?» En précisant mon niveau, ChatGPT peut ajuster la complexité de sa réponse pour la rendre plus accessible. Cinquième recommandation, demandez à ChatGPT d'adopter un rôle. Pour simuler des situations réelles, vous pouvez demander à ChatGPT d'adopter un rôle spécifique. Par exemple, au lieu de poser une question générale sur la préparation d'un entretien d'embauche, vous pouvez demander « Agis en tant que responsable des ressources humaines dans un établissement d'enseignement primaire et pose-moi des questions pour simuler un entretien d'embauche. Je suis titulaire d'une licence en assistance sociale. » En adoptant un rôle spécifique, ChatGPT peut générer des questions et des scénarios qui sont pertinents pour le contexte donné. Cela rend la simulation plus réaliste et utile pour l'utilisateur. En exécutant ce prompt, on aura un ensemble de questions à la fois. Mais si vous voulez que ce soit interactif, il suffit de lui demander de poser une question à la fois. Sixième recommandation. Diviser les demandes complexes en sous-tâches. Il est parfois tentant de demander à ChatGPT de résoudre une tâche complexe en une seule question. Toutefois, cela peut souvent conduire à des réponses imprécises ou superficielles. Une meilleure approche consiste à diviser votre demande en sous-tâches plus petites et plus gérables.
Par exemple, ne demandez pas directement à ChatGPT de générer un support de formation complet en développement web. Commencez par lui demander de concevoir un plan détaillé pour le support de formation en identifiant les modules clés. Ensuite, dans un second prompt, vous pourriez lui demander de développer le contenu pour chaque module, un à la fois. Enfin, vous pourriez lui demander de vous aider à créer des activités interactives, des exemples de code et des évaluations pour chaque section. Finalement, notre dernière recommandation, tester différents prompts. L'apprentissage par essai et erreur est une partie essentielle de la maîtrise de la rédaction de prompts. N'hésitez pas à tester différentes formulations, différents niveaux de détail, différents rôles pour ChatGPT, etc. Observez les réponses que vous obtenez et ajustez vos prompts en conséquence. En conclusion, ChatGPT est un outil puissant mais pas infaillible. Il peut parfois générer des informations incorrectes ou dépassées, comme cet exemple où le résultat retourné n'est pas à jour. Il est essentiel de vérifier toujours les réponses à l'aide de sources fiables. Utilisez ChatGPT comme un outil de support et non comme votre unique source d'information. Merci d'avoir regardé la vidéo.